Chapitre 1. Né dans le bambou, le premier cri du chant de riz. C'est une vérité universellement reconnue, du moins par ceux assez chanceux pour y survivre, que naître dans la Chine impériale était moins une bénédiction qu'une farce cosmique, enveloppée de pelures de riz, de sueur et de piété filiale. Et c'est ainsi qu'un matin, brumeux de l'année du cochon de feu, dans une hutte qui sentait vaguement le radis mariné et le traumatisme générationnel non résolu, Li Tiemeu est venu au monde, hurlant, se tortillant, et comme le dirait plus tard la légende familiale, déjà en train de s'incliner. Sa naissance n'était pas annoncée par des présages célestes, mais par le coq du village, un tyran décharné et borgne nommé Maître Cocorico, qui chantait comme s'il était personnellement offensé par l'existence de Tiemeu. Les cris, perçants du coq, furent bientôt rejoints par la cacophonie des tantes, des oncles et d'au moins 3 voisins sans lien de parenté qui, en entendant la nouvelle, firent irruption dans la hutte pour offrir des opinions non sollicitées sur l'avenir du nouveau-né. Ah, une paire de poumons solides, croassa grand-mère Li, qui avait survécu à 4 empereurs, 2 famines et une oie d'une humeur exceptionnellement maussade. Son dos était si courbé par des années de courbettes qu'elle ressemblait à un point d'interrogation contemplant la futilité de la vie. « Bien, il fera un excellent batteur de riz, » déclara-t-elle, sa voix râpeuse comme des roseaux de bambou dans une tempête. « Bah !» grogna grand-père Li, un homme dont les poils de la barbe avaient leur propre hiérarchie sociale. « C'est ce que tu as dit de son père, et regarde où il a fini, à racler la boue des sandales d'un propriétaire. Celui-ci a l'air faible, il aura de la chance s'il survit à l'hiver. Pendant ce temps, mère Li, épuisée et pâle comme un gâteau de riz, laissé trop longtemps au soleil, soupira profondément en emmaillotant Tiemeu dans un tissu qui avait été utilisé pour tout, de l'essuyage du poisson à la réparation du toit. Père Li flottait nerveusement à proximité, tenant un bâton en bambou, non pas pour défendre sa femme, entendez-vous, mais comme un accessoire cérémoniel, pour rappeler à tous le devoir sacré de la discipline qui commençait précisément une respiration après la naissance. La hutte elle-même était une merveille architecturale de l'école de Dasein. Espérons le meilleur, prions pour que le toit tienne. Les murs penchaient à un angle espiègle, comme s'ils tentaient d'échapper à la responsabilité d'abriter une famille. Le sol était en terre battue, l'odeur de paille humide se mêlant à la légère odeur de tofu fermenté provenant du pot dans le coin. Et au centre de tout cela se trouvait Tiemeu, le visage rouge, les poings serrés, émettant un cri si perçant qu'il fit vibrer les carillons en bambou, un acte de rébellion accidentel contre l'ordre confucéen lui-même. « Assez de pleurer », murmura grand-père Li, qui n'avait pas souri depuis les invasions mongoles. « Attachez un fil rouge à sa cheville, et par pitié, que quelqu'un allume l'encens avant que les ancêtres ne soient offensés. La dernière fois qu'on a oublié, un poulet est mort et on a dû manger du riz nature pendant 1 semaine. » Et c'est ainsi que commença le rituel de la première inclinaison, une tradition absurdement complexe où le nouveau-né, avec beaucoup d'aide parentale, devait s'incliner en direction générale de l'autel familial, de l'empereur, par procuration, et du grenier du propriétaire terrien. Chaque révérence était accompagnée d'un chant si ancien et mal prononcé que personne ne savait exactement ce qu'il signifiait. Quelque chose à propos de prospérité, d'obéissance, et de ne pas se faire décapiter par un collecteur d'impôts de passage. Tiemeu, pour sa part, continuait de pleurer à travers tout cela, son petit corps étant une protestation défiant contre une vie à laquelle
Il n'avait pas encore consenti, mais les adultes ne lui prêtaient aucune attention. « Incline-toi devant ton père », intonna solennellement Père Lee, tenant le bébé comme un navet particulièrement irritable. « Incline-toi devant ta mère », ajouta grand-mère Lee, car la piété filiale commençait tôt. « Inclinez-vous devant les ancêtres, l'empereur, le dieu du riz et l'esprit de ce poisson que nous n'avons pas pu nous permettre pour le nouvel an. » Intervint quelqu'un, peut-être un oncle, peut-être juste un voisin qui était entré pour critiquer la forme de l'inclinaison. Au moment où le rituel était terminé, Thieu-me avait, grâce à une combinaison de gravité, de chance et d'assistance parentale, effectué pas moins de 13 révérences cérémonielles avant que son cordon ombilical ne soit complètement sec. Chapitre 2. La courbette, la cloche et le bâton de bambou. Les rituels d'une journée. Il y a un vieux dicton dans le village de Muluan. Si tu n'as pas incliné au moins 5 fois avant que le coq ne finisse de chanter, tu es clairement un espion étranger, un vaurien ingrat, ou pire, un poète. Et c'est ainsi que les journées de Thieu me commençaient bien avant que le soleil ait la décence de se lever. Chaque matin, alors que les premiers indices de l'aube effleuraient à peine les toits tordus, la cloche du village retentissait, comme un moine ivre jouant d'une marmite, et l'air se remplissait du son des dos qui gémissaient et des genoux qui craquaient. Pour Thieu-me, la première tâche de la journée était la grande cérémonie de courbette, un rituel si complexe et si épuisant qu'il aurait pu être qualifié de sport olympique, si les Jeux olympiques avaient été inventés, ce qui ne l'avait pas été, car tout le monde en Chine impériale était trop occupé à s'incliner pour inventer des athlétismes récréatifs. À exactement la 3e sonnerie de la cloche du village, les 2 premières étaient considérées comme des échauffements, et la 4e était strictement pour les retardataires et les damnés. Thieu me fut tiré de son lit de paille par la prise ferme mais aimante de sa mère. Aimante dans le sens où elle ne grogna qu'une seule fois sur le fait qu'il devenait trop lourd pour un garçon qui mangeait comme un criquet paresseux. « Lève-toi, Thieu-me. Le temps de se courber n'attend personne », siffla-t-elle, déjà en équilibre avec un panier de linge sur la tête, un bébé endormi dans un bras et une louche dans l'autre main qu'elle brandissait comme une baguette de chef d'orchestre dans la symphonie de la survie. Thieu-meuse, les yeux embrumés et emmêlés dans les restes du filet anti-moustique de la nuit dernière, qui, soit dit en passant, avait plus de trous que la boussole morale de son oncle, se leva en titubant et commença la routine sacrée. S'inclinait devant le père Lee, l'homme, le mythe, la légende, maniant le bâton de bambou. Encore endormi, mais les règles étaient les règles. Inclinez-vous devant Mère Lee, la matriarche du multitâche, qui pouvait cuisiner, gronder et calculer la taxe sur le riz simultanément. Inclinez-vous devant grand-père Lee, le grincheux en chef du foyer et historien autoproclamé, qui oubliait souvent pourquoi il s'inclinait, mais insistait pour dire que c'était pour le bien de la dynastie. S'incliner devant grand-mère Lee, qui, malgré son incapacité physique à se tenir debout, ferait un bruit de désapprobation si l'inclinaison de Thieu n'était pas à l'angle précis de 43 degrés prescrit par Confucius lui-même. Ou du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Inclinez-vous devant le sanctuaire des ancêtres, une étagère branlante avec des portraits fanés, un porte-encens ébréché et une figurine en porcelaine fissurée qui ressemblait étrangement à un radis. Inclinez-vous devant le poulet de la famille, Maître Cluck. Pas strictement nécessaire, mais le poulet avait un tempérament et avait déjà picoré l'orteil de Père Lee jusqu'à ce qu'il se soumette. Alors mieux vaut prévenir que guérir.
au moment où Thieu m'avait terminé ses 6 saluts obligatoires de l'harmonie matinale, il haletait déjà comme un poisson hors de l'eau et se demandait sérieusement pourquoi il n'était pas né buffle d'eau à la place. Au moins, il pouvait faire une sieste entre les séances de labour. Mais il n'y avait pas de temps pour les crises existentielles. La cloche sonna à nouveau, clang, 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 et tout le village éclata en un mouvement synchronisé. C'était un spectacle à voir, une centaine de villageois, jeunes des vieux, s'inclinant et se déplaçant en chœur comme un mille-pattes très confus, leurs vêtements flottants, leurs sabots en bois claquant, leurs soupirs collectifs de désespoir, formant une sorte d'hymne quotidien à la souffrance. « Dieu me » aboya une voix de l'extérieur. C'était Bac Li Hu, le doyen du village, qui avait vécu si longtemps que la plupart des gens soupçonnaient qu'il avait 100 ans, personnellement aidé à empiler les premières briques de la grande muraille. Il se tenait à la porte, s'appuyant sur une canne qui avait été polie, lisse par le passage des générations, et aussi, disait-on, par des années d'utilisation comme bâton disciplinaire pour les petits-enfants espiègles. Votre révérence est négligée. Dos droit, cou humble, yeux baissés. Tu t'inclines comme une carpe ivre, essaie encore. Dieu me soupira et s'inclina de nouveau avec dévotion, notant mentalement que Bac Li Hu disait exactement la même chose depuis 6 ans, depuis que Thieu me avait appris à s'incliner sans tomber sur le côté. Mais avant que Thieu me ne puisse s'échapper, sa sœur Thieu Lan apparut, portant un tas de broderies à moitié terminées et une expression qui suggérait qu'elle venait de passer toute la nuit à repenser ses choix de vie. « N'oublie pas de saluer le soleil, » murmura-t-elle. « Le soleil ?» Petite me cligna des yeux. « Oui, le soleil. C'est un jour propice pour saluer le soleil, la voyante l'a dit. Maintenant inclinez-vous, sinon vous apporterez 7 ans de sécheresse sur nos rizières. » Thieu me, réalisant que résister à la logique d'un devin impérial était une tâche futile, ajouta une 7e révérence à son répertoire matinal. À ce stade, Thieu me était courbé, si souvent qu'il avait développé ce qui ne pouvait être décrit que comme une scoliose filiale prématurée, une condition si courante dans le village qu'il y avait un dicton local à ce sujet. Celui qui s'incline le plus profondément a le plus mal au dos. Mais les rituels du matin étaient loin d'être terminés. Alors que Thieu me traînait vers la table de petit déjeuner commune, une basse planche en bois entourée de nattes de prière et d'au moins un scarabée suspectement gros. Il fut arrêté par Bafung, la gardienne morale autoproclamée du village et vendeuse de tofu à temps partiel. « Garçon » cria-t-elle en agitant une louche dans sa direction générale. « Tu as pensé à saluer le balai de la famille. » « Le quoi ?» La voix de Thieu me se brisa. « Le balai, enfant. Le balai est une extension des mains de ta mère, et donc une extension de la volonté des ancêtres. Inclinez-vous devant le balai. » Thieu me, à ce stade, avait trop faim pour discuter. Il fit une révérence hâtive à la balayette appuyée contre le mur de la hutte, qui semblait le regarder avec l'air suffisant d'un objet inanimé qui savait qu'il avait gagné. Chapitre 3. Le grain interdit. Le rêve des robes de soie. C'était une vérité universelle, murmurée dans les ruelles et brodée dans les rouleaux familiaux tachés de thé, que seules 2 choses pouvaient causer une mort instantanée dans la Chine impériale. Un fixeur, directement la robe de l'empereur, 2 rêvés au-dessus de sa condition. Thieu me naturellement réussit à faire les 2 avant même d'atteindre la puberté. Le rêve a commencé innocemment, comme toutes les choses dangereuses, un soir humide,
après une journée particulièrement éprouvante, à s'incliner devant la spatule à riz de son père, Thieu-me s'endormit, étendu sur une pile de millettes à moitié séchées. Dans la brume collante de l'épuisement et des piqûres de moustiques, il sombra dans une vision si décadente, si interdite, qu'elle ne pouvait avoir été conjurée que par les dieux malveillants de l'illusion. Dans ce rêve, Thieu-me n'était plus un paysan, courbé et couvert de boue, mais un noble vêtu de soie, déambulant dans le village tel un être céleste. Sa robe scintillait de fils d'or et de plumes de phénix. Les manches étaient si larges qu'elles pouvaient servir de voile pour un bateau de pêche. Les enfants s'inclinaient à ses pieds. Les anciens pleuraient d'admiration, et même maître Cluck-le-Coq s'approcha de lui, humblement, portant un petit chapeau de respect. « Ah !» soupira Drim Thieu-me, se prélassant dans l'éclat de la soie d'imaginaire. Enfin, ma véritable destinée se révèle, être admiré, respecté et parfois éventé avec des plumes de paon. Mais comme pour tous les grands rêves, la réalité est venue s'écraser comme un percepteur en colère. Le lendemain matin, Thieu-me se réveilla pour se retrouver emmêlé dans un sac de millet, les cheveux enchevêtrés de poussière de grains, et sa sœur, Thieu-Lan, le piquant à plusieurs reprises avec un bâton. « Lève-toi, espèce de limace enveloppée de soie, » siffla-t-elle. « Père dit que tu es en retard pour le travail au champ, et grand-mère dit que tu marmonnais des absurdités traîtresses dans ton sommeil. » Trahison ? Thieu me cligna des yeux. Elle prétend que tu murmurais des choses sur des robes d'or et des exemptions de taxes sur le riz. Deux sujets strictement réservés à ceux qui aiment les passages à tabac public. Thieu me grogna, se frottant les tempes. Le rêve persistait, lourd et dangereux, comme le goût amer d'un poisson mal cuit. La grande division des tissus. Pour comprendre la gravité du rêve de Thieu-me, il faut d'abord saisir l'absurdité écrasante de la hiérarchie des tissus de la Chine impériale. Tout en haut se trouvait la robe jaune de l'empereur, si sacrée qu'on disait qu'elle brillait dans le noir et provoquait des inclinaisons spontanées dans un rayon de 5 mètres. La simple pensée d'un roturier, y jetant un coup d'œil, était punie par une exécution rapide et éducative. En dessous se trouvaient les robes de soie des nobles, des bureaucrates et des fonctionnaires mineurs, douces, scintillantes, et imprégné de l'autorité de gâcher la journée d'un paysan, d'un simple haussement de sourcils. Puis venaient les rangs intermédiaires, les érudits, les artisans et les marchands, vêtus de soie moins extravagante ou de coton fortement amidonné, selon la collecte des impôts de la semaine. Tout en bas, la base pitoyable, couverte de boue, éternellement irritante de la pyramide, se tenait Thieu-me et ses concitoyens, condamnés à porter des tuniques en chanvre si rugueuses qu'elles pouvaient nous servir de papier de verre. Chanvre, le tissu des humbles, des doux et des perpétuellement irrités. « C'est respirant », murmurait le père Lis entre ses dents serrées, tout en se grattant les bras jusqu'au sang. « Bon pour la peau, bon pour les moustiques », marmonnait Thieu-me en retour, mais seulement lorsque son père était hors de portée de voix. L'édit vestimentaire de l'empereur Shizun était clair. Tout roturier osant porter de la soie sans permis risquait de sévères pénalités, allant d'une amende de 5 boisseaux de riz, ce qui, pour un paysan, équivalait économiquement à vendre son âme, à une flagellation publique suivie d'une conférence obligatoire sur les vertus de l'humilité. Bien sûr, il y avait Bac Li Hu, le policier de la mode autoproclamé du village, qui s'était donné pour mission d'appliquer ses lois avec la dévotion d'un homme dont la seule joie dans la vie était la souffrance des autres. « Thieu-me » aboyait-il, si la tunique du garçon
semblait suspectement douce. Est-ce du chanvre ou du coton introduit clandestinement? Laisse-moi le toucher. Non, non, ne résiste pas. Les dieux favorisent les inspections minutieuses. Tonton, c'est la même tunique que j'ai portée la semaine dernière. Dieu me protestait, agrippant le vêtement comme s'il s'agissait de sa dernière ligne de défense contre l'humiliation publique. Ah, mais le chanvre peut s'assouplir avec le temps. Tu connais les règles. Qui gratte ou qui est illégal. Si ça ne laisse pas de marque, c'est de la contrebande. L'incident de la robe-tout a dégénéré le jour du grand festival des ancêtres encrassés de boue. Une fête dédiée à honorer la lignée peu glorieuse de la famille composée de savants ratés, de commerçants infructueux et d'un homme qui aurait été écrasé par son propre bœuf. Le village était en effervescence. La fumée d'encens flottait dans l'air. Les enfants étaient nettoyés de force, au grand désespoir de leur mère, qui savait que c'était un état éphémère. Et Ba Fung était occupé à crier sur quiconque osait s'approcher à portée de crachats de son stand de tofu. C'est alors que Thieu me l'a vue, la robe. Elle était suspendue à une corde à linge dans la cour de Quan Tuan Fu Man Jai, le magistrat local, dont l'emblème familial, une grue au regard plutôt suffisant, était brodé de fils d'or si fins qu'il aurait pu être tissé à partir des rêves de paysans affamés. La robe scintillait au soleil, attirant Thieu-me, avec une allure si puissante qu'elle ne pouvait être que l'œuvre de démons de la soie. C'est alors, contre tout bon sens, toute sagesse ancestrale et tout instinct de survie de base, que Thieu me fit quelque chose d'incroyablement stupide. Il a tendu la main et l'a touchée. Chapitre 4. Le grand incident du riz, un drame familial. On dit à Muluan que le riz est la vie, ce qui est une façon poétique de dire « si tu laisses tomber un seul grain, quelqu'un s'évanouira et tu pourrais perdre un doigt ». C'était particulièrement vrai dans la maison des Li, où le riz n'était pas seulement de la nourriture, c'était une religion, une monnaie et un outil de lutte de pouvoirs passives-agressives si complexes qu'elle faisait paraître la cour impériale comme un dîner poli. Et donc, lorsque le grand incident du riz de l'année du bœuf somnolent s'est produit, ce n'était pas juste un renversement, c'était un scandale, une catastrophe, et surtout un événement qui serait raconté par grand-mère Li dans des versions de plus en plus exagérées pendant les 50 années suivantes. Tout a commencé avec un bol. La journée avait commencé de manière assez innocente, ce qui aurait dû être un signe d'alerte. Thieu m'avait la tâche cruciale de porter le bol de riz de la famille. Pas n'importe quel bol, mais le bol, un bol ébréché, légèrement de travers, relique familiale dont on disait qu'il avait été utilisé par leurs ancêtres pour soudoyer un magistrat lors de la grande révolte fiscale de 1423. Le bol était sacré, le bol était irremplaçable, le bol avait une très mauvaise attitude pour un objet inanimé. Tiens-le bien, siffla Mère Li, comme si Thieu m'avait choisi ce devoir maudit, comme une activité parascolaire. Thieu me, vacillant sous le poids des attentes familiales et le poids réel du bol, rempli à ras-bord de riz cuit à la vapeur avec soin et éclatant, fit un pas prudent, puis un autre. Puis, parce que les dieux ont un sens de l'humour réservé aux enfants paysans, Maître Cocorico, le coq de la famille, se lança sur le chemin de Thieu, me comme un assassin à plumes. Le bol s'est incliné. Les yeux de Thieu me s'écarquillèrent d'horreur. Grand-mère Li a poussé un cri d'horreur. Père Li a crié une exclamation si ancienne qu'elle devait probablement précéder la dynastie. Et puis, le temps ralentit. Le bol, dans une tragique démonstration de la physique, bascula, roula et éjecta un arc parfait de riz précieux, scintillant et blanc perle dans la terre. Il y eut un moment de silence stupéfait,
brisé seulement par le lointain cri de Bafong hurlant à un client de ne pas renifler son tofu. Les 5 étapes du deuil du riz. Déni. Non, 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 non. Petite. Me s'est précipité pour remettre le riz dans le bol, comme si les dieux accepteraient des excuses hâtives mélangées à quelques cailloux et saletés. Colère. Espèce de garçon idiot. Rugit le père Lee, son visage prenant la couleur d'une plaque mine trop mûre. Il leva son bâton en bambou avec la solennité d'un homme sur le point de donner une leçon de vie par un traumatisme crânien. Négociation. Ce n'était pas ma faute, c'était le coq. Thieu me supplia, désignant désespérément maître Cluck, qui se faisait maintenant l'air, avec suffisance, comme un génie criminel, aviaire. Désespoir. Grand-mère Lee s'est effondrée de manière dramatique sur le sol, se tenant la poitrine, et hurlant « Nos ancêtres nous renieront. Les esprits du riz maudiront nos champs. Nous sommes condamnés à manger de la bouillie faite de vieilles chaussettes et d'eau de pluie. Acceptation. Ramasse-le, garçon. » soupira mère Lee, pinçant l'arête de son nez, comme si elle retenait le poids de 1000 déceptions. Et que les dieux s'aient pitié de ton âme maladroite. Le tribunal familial. Comme c'était la coutume en cas de catastrophes majeures au sein du foyer, un tribunal familial d'urgence a été convoqué dans la cour. Les anciens se rassemblèrent, assis sur des tabourets grinçants, qui ployaient sous le poids collectif du jugement et des douleurs dorsales. Le père Lee, autoproclamé grand inquisiteur de la discipline domestique, se tenait droit, ou aussi droit qu'un homme avec une légère bosse pouvait se tenir, et lança un regard noir à Thieu Me, qui était agenouillée dans la terre comme une voleuse de riz condamnée. « Explique-toi » tonna le père Lee, brandissant le bâton en bambou comme un sceptre impérial. Thieu Me ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse prononcer une seule syllabe de défense, Grand-mère Lee intervint. « C'est la malédiction !» cria-t-elle en pointant un doigt tremblant vers le ciel. « Je t'avais dit qu'on aurait dû brûler plus d'encens au Nouvel An. Et regarde le visage du garçon. Il a les sourcils d'un traître. Je l'ai dit quand il est né. Il est destiné à nous apporter tout le malheur. » Mère Lee soupira, sa patience étant à bout. « Maman, s'il te plaît, le garçon n'est pas maudit. Il est juste maladroit. » « Maladroit ?» Grand-mère Lee éclata de rire. « Maladroit, c'est quand tu fais tomber une cuillère. C'est du riz, femme. Riz. » Sa voix se brisa comme une louche trop utilisée. Pendant ce temps, l'oncle Dao, qui était arrivé en retard au tribunal uniquement pour les collations, murmura. « Peut-on au moins attendre la fin de la récolte du riz pour l'exécuter? Cela semble du gâchis. Autrement. » Bac Lee eut, bien sûr, saisi l'occasion pour rappeler à tout le monde les quotas impériaux de riz, et comment un seul grain perdu était une gifle au visage de l'empereur lui-même. « Si nous ne disciplinons pas correctement le garçon, intonna-t-il, la dynastie s'effondrera sûrement. » À ce moment-là, Thieu Me, dont les genoux étaient maintenant engourdis par la prosternation, leva une main hésitante. « Puis-je suggérer que nous rinçons simplement le riz ?» Il y eut un soupir collectif si fort qu'il fit vibrer la lanterne en courge suspendue. Rincèrent le riz. Le père Lee répéta, comme si Thieu Me venait de proposer de faire bouillir les ancêtres de la famille dans un ragoût. Grand-mère Lee s'évanouit immédiatement. Chapitre 5. Festin de figues et dilemmes moraux. C'était une vérité aussi ancienne que le latrine du village. À Muluan, aucune fête n'était vraiment centrée sur la nourriture. C'était une question de statut, de scandale, et de qui pouvait subtilement insinuer que leur récolte de riz avait été juste un peu meilleure que celle de leurs voisins, sans se faire frapper avec une cuillère en bambou. Et donc, lorsque l'oncle Dao,
l'homme qui avait autrefois tenté de vendre de la sauce de poisson fermentée comme remède contre les douleurs dorsales, annonça qu'il organiserait le festin annuel des figues. Tout le village tomba dans un état collectif d'hystérie alimenté par la faim. « Des figues !» s'exclama Bafung, serrant son tablier, comme s'il était la dernière ligne de défense contre la décadence morale. Mais les figues sont des fruits de luxe. L'empereur lui-même mange des figues. Faisons-nous maintenant semblant d'être des nobles pendant que nos toits fuient et que nos cochons toussent? Luxe ou pas, murmura le père Li en inspectant ses manches en lambeaux avec un soupir. Si l'oncle Dao sert des figues, je viendrai avec l'estomac vide et une poche pour les restes. L'invitation. Un scandale, en calligraphie. Le rouleau d'invitation, écrit à la main par le neveu semi-lettré de l'oncle Dao, est arrivé au foyer des Li, attaché avec une ficelle qui ressemblait étrangement à une ligne de pêche recyclée. La calligraphie était point ambitieuse. Il était écrit « À la famille Li estimée, que vos ancêtres sourient et que vos entrailles restent régulières. Vous êtes humblement convoqués au glorieux et absolument pas prétentieux festin des figues qui se tiendra sous le grand figuier, celui qui a survécu aux sauterelles, loué les dieux du riz, à l'heure précise de la 3e cloche, à condition que la cloche ne soit pas tombée du toit à nouveau. Code vestimentaire, festif mais humble, pas de robe jaune, évidemment. Sincèrement, oncle Dao, fournisseur de produits fermentés de qualité et philosophe occasionnel, Thieu. Me fixa le rouleau comme s'il s'agissait d'une malédiction ancienne. « Faites des figues », murmura-t-il en plissant les yeux. C'est juste un discours sophistiqué pour dire « Nous allons tous faire semblant d'être riches tout en mangeant des fruits qui donnent des regrets digestifs à tout le monde. » La grande panique des préparatifs. Pour Mère Li, la fête n'était pas seulement un événement, c'était un test de l'honneur de la famille, des compétences culinaires et de la capacité à porter des chaussures assorties. « Nous devons apporter un plat », déclara-t-elle, brandissant un couteau de chef comme un général, se préparant à la guerre. Quelque chose d'élégant, quelque chose de digne, quelque chose qui ne leur rappellera pas que nous sommes à peine au-dessus du bétail dans la hiérarchie du village. « Du porridge de riz ?» proposa le père Li. « Le porridge de riz est pour les funérailles », rétorqua Mère Li, radis marinés. Suggéra grand-mère Li, qui avait un amour profond et inexplicable pour les choses marinées. « Le radis mariné est pour la punition », siffla Mère Li, en lançant un regard noir à Thieu-me. « Apportons juste des figues. » Thieu-me intervint, toujours l'optimiste. Toute la maisonnée se figea. Des figues. Grand-mère Li haletait, se tenant la poitrine comme si elle avait été frappée par la foudre. « Tu essaies de nous faire exécuter ? Nous n'avons pas de figues, Thieu-me. Les figues sont pour les riches, pour les nobles, pour les gens qui peuvent se permettre des chaussures sans trous. » Ils se sont finalement mis d'accord, après de nombreux débats, sur un modeste plat de cacahuètes bouillies, qui était sûr, humble et surtout peu susceptible de déclencher un scandale, ou du moins, le pensait-il, le festin commence, chaos en 7 services. La fête des figues se tenait sous le grand et ancien figuier de l'oncle Dao, qui penchait légèrement sur la gauche, comme s'il était épuisé par sa propre importance. Les villageois arrivèrent dans leurs plus beaux vêtements, ce qui, pour beaucoup, signifiait porter leur tunique à l'endroit, et essayèrent de paraître décontractés, tout en regardant avec avidité la pièce maîtresse, une pyramide de figues, empilée si haut qu'elle défiait la physique, et pourrait-on dire, le bon goût. Il y avait aussi une marmite de ragoût de poisson, suspectement grande, qui sentait comme si elle avait des opinions, une assiette d'œufs fermentés, qui tremblait
quand le vent soufflait, et un plateau de taro rôti qui était le sujet d'un débat animé entre deux femmes âgées sur la question de savoir si le taro comptait comme un plat principal ou un accompagnement pour les personnes qui ne pouvaient pas se permettre du riz. Tieume, assise entre le père Li, qui s'exerçait à son visage. « Je suis impressionné par votre richesse, mais je ne suis pas intimidé. » Et la grand-mère Li, qui critiquait déjà l'arrangement des bols, essayait de se concentrer sur la nourriture et non sur la politique de distribution des figues. Mais c'était impossible, parce qu'au centre de tout cela, l'oncle Da se tenait en souriant, portant une robe si outrageusement brodée de grues en fil d'or qu'elle aurait pu être illégale dans 5 provinces. Son discours, délivré avec le flair dramatique d'un homme qui avait autrefois essayé de vendre du tofu fermenté comme aphrodisiaque, était un chef-d'œuvre de compliments détournés et de vantardises à peine voilées. « Ah, la humble figue !» intonna-t-il en tenant une en l'air comme une relique. Un fruit de contradiction. Doux mais semé. Doux mais ferme. Un rappel que même l'arbre le plus humble peut porter des dons royaux, tout comme ma propre famille, bien sûr, dont les ancêtres ont autrefois prêté un cochon au cuisinier de l'empereur pendant la grande sécheresse de 1287. Chapitre 6. La bataille des biscuits d'orge. À Muluan, on disait que les biscuits d'orge étaient la nourriture des humbles, la subsistance de ceux qui peinaient dans la boue, se courbaient devant leurs ancêtres avec des dos douloureux, et s'ils avaient de la chance, avaient un toit qui ne fuyait que du côté gauche pendant la saison des moussons. Mais ce jour fatidique, plus tard, appelé à voix basse la grande révolte des biscuits de l'année de l'âne réticent. Les biscuits d'orge devinrent l'arme, la cause, et le champ de bataille, même d'un conflit villageois, absurde et inutile. Cela a commencé, comme la plupart des catastrophes, avec l'estomac de Tieume le catalyseur, qui s'effondre. Tieume rêvait de robes en soie et de figues, ou du moins d'un repas qui ne goûtait pas le regret, quand la voix de Mère Li trancha son sommeil, comme une canne en bambou dans les airs. « Tieume !» cria-t-elle, sa voix portant l'autorité de 10 générations de mères exaspérées. « Réveille-toi, les biscuits d'orge doivent être livrés au temple avant le lever du soleil. » Tieume se redressa, se frottant les yeux, d'un air hébété. « Des biscuits d'orge » murmura-t-il. « Encore ?»« Oui, encore. Parce qu'à Muluan, il y avait 2 vérités sacrées. Un s'incliner, c'est la vie. 2. Les biscuits d'orge sont une monnaie acceptable pour les faveurs spirituelles, les pots de vin politiques et les excuses après avoir accidentellement marché sur le poulet du magistrat. » Mère Li lui fourra un panier de biscuits d'orge dans les mains, durs, ronds et si denses qu'ils pourraient probablement servir de matériaux de construction en cas d'urgence. « Apporte-les au temple, » ordonna-t-elle. « Et par amour pour les ancêtres, ne les mangez pas. Ils sont pour la cérémonie de la bénédiction des récoltes. » Tieume hocha la tête solennellement, bien que son estomac émette un grognement si dramatique qu'il aurait pu être nominé pour un prix de performance villageoise. L'incident du biscuit, le voyage de Thieu. Me vers le temple commença sans incident, si l'on ignorait le gigantesque Hua qui le poursuivit à mi-chemin, ou Bak Li Hu, qui insista pour l'arrêter afin de critiquer sa posture de paysan paresseux, pour la 7e fois cette semaine. Mais le désastre frappa, lorsqu'il passa devant la place du village, où Ba Fung avait installé son célèbre stand de tofu, et l'air était chargé du parfum de soja fermenté et de vendetta non dite. « Tieume » appela-t-elle, scrutant le panier avec un mélange de suspicion et de faim. « Qu'est-ce qu'il y a dans le panier ? Pas des figues, j'espère. Non, juste des biscuits d'orge, Ba Fung,
répondit Thieu-Mè, essayant de s'éloigner avant que la conversation ne se transforme en une leçon sur la piété filiale. Mais le destin, comme toujours, était d'humeur à faire des siennes. Juste au moment où Thieu-Mè essayait de s'échapper, une poule, peut-être la cousine de Maître Cluck, a surgi sur son chemin. Thieu-Mè trébucha, le panier se renversa, et les biscuits d'orge, ces précieuses sphères inflexibles de dévotion ancestrale, roulèrent dramatiquement à travers la place, se dispersant comme une armée miniature de boulets de canon comestibles. Des exclamations fusèrent. Bafung a crié, Bac Li Hu a déclaré que c'était un mauvais présage, et Thieu-Mè, pris au milieu du chaos, fit la seule chose à laquelle il pouvait penser. Il a essayé de ramasser les biscuits. C'est alors que les villageois sont descendus. La bataille commence. Ce qui avait commencé comme une simple lutte pour des biscuits tombés s'est rapidement transformé en une escarmouche à grande échelle. Ces biscuits étaient pour les ancêtres, cria grand-mère Li, brandissant sa canne comme un gourdin de guerre. À celui qui les trouve, les biscuits, argumenta l'oncle Dao, qui avait déjà fourré 3 biscuits dans sa robe, comme un écureuil se préparant pour l'hiver. Celui-là a roulé dans mon stand de tofu, cria Bafung, saisissant un biscuit et le tenant triomphalement en l'air. Non, c'est à moi. Je l'ai touché en premier, s'écria Thieu-Lan, se précipitant vers un biscuit qui s'était retrouvé coincé dans un panier de poissons séchés. En quelques minutes, la place se transforma en une scène de pure folie. Les anciens brandissaient des éventails, comme des étendards de bataille. Les enfants couraient sous les pieds, comme des chats malicieux, et les biscuits eux-mêmes, petits, obstinés et totalement immangeables à ce stade, devenaient les objets les plus précieux du village. Thieu-Mè, pris dans la mêlée, se retrouva plaqué au sol par un moine qui insistait pour dire que les biscuits étaient de la propriété du temple de droit divin. « Relâchez le biscuit, jeune homme, » demanda le moine, tentant de le retirer de l'emprise désespérée de Thieu-Mè. « Mais c'est moi qui ai fait ce biscuit. » Thieu-Mè répondit en criant, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Mais en temps de crise, la vérité était un concept flexible, le dalem moral, alors que la poussière retombait, avec 3 poules, un banc cassé et l'estime de soi de Bac Li Hu. Les villageois étaient confrontés à un dilemme moral. Qui, exactement, avait le droit de revendiquer les biscuits d'orge? Devraient-ils être retournés au temple, comme la tradition le dictait, ou divisés parmi les villageois, comme l'a soutenu Bafung, puisque les dieux ne voudraient sûrement pas que la nourriture soit gaspillée, et de plus, c'est moi qui ai été la première à attraper ce biscuit sur le toit du stand de tofu. Ou, peut-être, devraient-elles être utilisées comme des armes de guerre sociale, passives-agressives, futures, distribuées stratégiquement pour garantir un ressentiment à long terme maximal. Le débat a fait rage pendant 3 heures, durant lesquelles l'estomac de Thieu me a grogné si fort que même les chiens du village semblaient impressionnés. Chapitre 7. Le dessert du destin. Dans le village endormi de Muluan, où les rêves se limitaient généralement à ne pas se faire écraser par un bœuf ou à posséder un jour une paire de chaussures assorties, il y avait peu de choses aussi dangereuses, exaltantes et moralement ambiguës que le dessert. Et pas n'importe quel dessert. C'était le dessert du destin, une création si rare, si décadente, si outrageusement inaccessible qu'on en parlait à voix basse, avec révérence, comme d'une bête mythique ou d'un percepteur d'impôts de bonne humeur. Et tout a commencé par une question innocente de Thieu-Mè, qui, comme d'habitude, était une terrible erreur. La malédiction de l'envie, grand-mère, demanda Thieu-Mè.
un après-midi humide, alors qu'elle le réprimandait pour ne pas s'incliner suffisamment devant un portrait de famille. « As-tu déjà goûté ?»« Du gâteau. » Grand-mère Lee se figea. L'air devint lourd de tension. Une poule à proximité, sentant la blasphème culinaire, s'envola de terreur. « Gâteau ?» siffla-t-elle, ses yeux se rétrécissant en fente, si aiguisés qu'elle pouvait couper du bambou. « Quelle folie débites-tu, garçon? Le gâteau est un plaisir des nobles, un luxe de la cour impériale. Tu aurais plus de chance d'épouser la concubine du magistrat que de goûter au gâteau dans cette vie. Mais que dirais-tu si nous en faisions un nous-mêmes? Dieu m'a suggéré, d'une voix faible, comme si l'absurdité même de l'idée pouvait l'écraser sous un sac de millet tombant. Silence. Puis vint le discours, une tirade de 47 minutes sur les dangers moraux des desserts, la décadence spirituelle des textures molles et une description particulièrement graphique de la façon dont le sucre pourrit l'âme, ce qui n'avait absolument aucun sens, mais semblait suffisamment convaincant pour que même le coq de la famille ait l'air inquiet. La recette des légendes. Malgré les avertissements sévères, l'esprit de Thieu me brûlait de curiosité. Des murmures circulaient dans le village. « As-tu entendu? Le neveu du magistrat a une fois mangé du gâteau à un festin. Il était rond, moelleux et si sucré qu'il aurait pu faire pleurer un moine. Bafeng prétend avoir vu un gâteau une fois, dans un rêve. Il flottait et brillait. L'oncle Dao jure qu'il a essayé de cuire un gâteau, mais il a explosé. Maintenant, il ne fait que du tofu. » Les légendes désignaient une seule source, un ancien rouleau de recettes en lambeaux, censé être caché dans le temple de la modération éternelle, gardé par des moines si stricts qu'ils considérèrent le rire en public comme une forme d'hérésie. Dieu me savait ce qu'il devait faire. Il devait voler la recette, le casse, si on peut appeler ça comme ça. Par voler, bien sûr, Dieu me voulait dire entrer maladroitement dans le temple, sous le prétexte de livrer des biscuits d'orge, trébucher sur ses propres sandales et renverser accidentellement une pile de rouleaux sacrés, révélant la recette du gâteau en dessous, comme si l'univers lui-même voulait s'amuser avec les moines. Le rouleau était ancien, oui, mais la recette était étonnamment simple. Gâteau fluffy, de grade impérial 5 œufs, volés si nécessaire. Une pincée de sel, pour le goût, ou, pour purifier vos péchés. Un bol de farine de riz, chéri, bonne chance, pour le trouver. Patience, recommandé mais pas obligatoire. 3 prières aux ancêtres, non négociables. Le cœur de Dieu. Me battait la chamade, il l'avait. La clé de la transcendance des desserts. La grande débâcle de la pâtisserie. De retour à la maison, Dieu me a sollicité l'aide réticente de Thieu-Laine, qui n'a accepté qu'après qu'il lui ait promis de prendre son tour de frotter la fosse, sceptique pendant 1 mois. « Gâteau » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « Essayons-nous de provoquer la colère des dieux et du magistrat le même jour. »« Oui » Dieu me sourit. « Mais ce sera délicieux. » Ce qui suivit était moins un processus culinaire qu'un désastre rituel. Dieu me a essayé de battre les œufs avec un bâton et a accidentellement en projeté un dans les cheveux de grand-mère Lithieulent, a mal compris une pincée de sel comme une poignée, ce qui a donné une pâte qui pourrait probablement conserver un cadavre. Le miel provenait d'une ruche près de la maison de Bac Li Hu, ce qui a conduit à un incident désormais appelé la grande chasse aux abeilles de Moulouane, au cours duquel 3 villageois ont été piqués. L'un est tombé dans un puits, et Bac Li Hu a affirmé que les abeilles avaient été entraînées par des rebelles pour l'assassiner. D'une manière ou d'une autre, miraculeusement, ils se sont retrouvés avec un objet ressemblant à un gâteau, une masse inégale,
vaguement brune, fumante, qui sentait l'espoir et l'orgueil, la tentation et les conséquences. La nouvelle s'est répandue plus vite qu'un feu de paille dans un village au toit de chaume. La famille Lee a fait du gâteau. Bientôt, tout le village descendit sur leur cour, comme des sauterelles sur un champ d'orge, Bafung, les yeux brillants d'un mélange de faim et de jugement. L'oncle Dao, se léchant les lèvres et marmonnant sur les arts culinaires. Bak Li Hu, serrant un rouleau de bambou et rappelant à haute voix à tout le monde que l'imitation des aliments nobles sans permis approprié était un crime passible de flagellation publique ou, pire, d'une leçon de sa part. Thieu Me, se tenant protecteur sur le gâteau, fit face à la foule. « Frères, sœurs », déclara-t-il, canalisant tous les proverbes confucéens poussiéreux qu'il pouvait se rappeler. Ce n'est pas juste un gâteau, c'est un symbole, un témoignage de notre faim, de nos rêves et de notre besoin désespéré de quelque chose qui ne soit pas des biscuits d'orge. Pendant un bref et glorieux moment, il semblait qu'il aurait pu unir le village sous une bannière de rébellion sucrée. Et puis, le gâteau s'est effondré, littéralement. Le centre a cédé, les côtés se sont effondrés, et le tout s'est écroulé en un triste et collant désordre, emportant avec lui les espoirs, les rêves de tout le monde et plusieurs petits-enfants qu'il avait utilisés comme terrain d'escalade. Chapitre 8. Les fringales de minuit et autres cauchemars culinaires. C'était une nuit sombre et orageuse. Enfin, pas exactement orageuse, mais les nuages avaient l'air de comploter quelque chose, et dans la lueur tamisée de la lune, Mu Luan restait inhabituellement immobile, à l'exception du lointain ululement d'une chouette et du léger et sinistre grincement du rocking chair de grand-mère Lee, qui, selon la superstition locale, était soit un signe d'une visite fantomatique imminente, soit simplement que la chaise avait un terrible déséquilibre. Mais à l'intérieur du foyer Lee, tout n'était pas calme, parce qu'au milieu de la nuit, un bruit étrange résonna dans la maison. Grumble. Ce n'était pas le lointain grondement d'un loup, ni le sinistre bruissement des esprits, mais le rugissement inconfondible de l'estomac de Thieu Me. Un son si fort qu'il a fait chanter le coq 1 heure plus tôt et a plongé 3 rats dans une crise existentielle, la malédiction des grignotages de minuit. Thieu Me était allongé, les yeux grands ouverts, sur son tapis, se tenant le ventre comme s'il s'agissait d'un tambour récalcitrant lors d'un festival de village qui avait mal tourné. « Je n'en peux plus », murmura-t-il, la voix rauque de déshydratation et de peur existentielle. « J'ai besoin, point de nourriture. » Mais hélas, à Mu Luan, manger après le coucher du soleil, était pratiquement un délit, passible de réprimandes sévères, de regards désapprobateurs des aînés et de quelques coups de sandales occasionnels. Tu vas fâcher les ancêtres si tu manges la nuit. Grand-mère Lee avait averti. Ta digestion va s'effondrer comme le stand de tofu de l'oncle Dao, avait ajouté Mère Lee, mais la faim de Thieu Me ne pouvait être raisonnée. La quête des encas interdit. Silencieusement, Thieu Me marcha sur la pointe des pieds, à travers le sol, évitant les lattes de bambou grinçantes comme un ninja dans un drame historique à petit budget. Il se glissa dans la cuisine, où les maigres provisions de la famille reposaient comme un témoignage de la pauvreté et des ambitions culinaires mal placées. Un sac de farine d'orge qui sentait légèrement le désespoir, une demi-bouteille de radis marinés fermentés, étiqueté « Ne pas manger après le coucher du soleil » et un seul poisson séché, si desséché qu'il aurait pu servir d'arme en cas d'urgence. La désespérance le rongeait. Il fixa le poisson le fixa comme pour dire « n'ose pas ». Et puis, comme un signe venu des cieux, il se souvint de la cachette secrète.
un petit paquet soigneusement enveloppé de biscuits d'orge restants de la célèbre bataille des biscuits d'orge. Ils étaient durs comme la pierre, légèrement moisis, et possiblement maudits par un moine de passage. Mais à ce moment-là, ils ressemblaient à l'ambroisie des dieux. Le snack qui a déclenché un cauchemar. Me prit une bouchée, croque. C'était comme mâcher une petite brique comestible. Ses dents vibraient, son âme pleurait. Mais il déglutit, déterminé à survivre à la nuit. Malheureusement, le destin et son système digestif avaient d'autres projets. En quelques minutes, une étrange sensation l'envahit. Son estomac se tordait, sa vision se brouilla. Il entendit des chants lointains et menaçants. Ce qui, pour être juste, aurait pu être l'oncle Dao, en train de parler dans son sommeil, de tofu fermenté, encore une fois. Et puis, cela arriva. La malédiction des grignotages de minuit, un phénomène ancien, rarement évoqué à Mulan, où manger après la tombée de la nuit serait censé invoquer des esprits culinaires, connus sous le nom de gremlins de la gourmandise. Les gremlins frappent. Au début, c'était subtil, une tasse a vibré sur l'étagère, le couvercle de la casserole trembla. Puis la cuisine s'anima, le poisson séché sauta de son crochet et commença à faire une petite danse macabre, sa queue cassante frappant un rythme de malheur. Le pot de radis mariné commença à briller faiblement, murmurant des malédictions anciennes dans un dialecte que seules les grands-mères comprenaient. Et les biscuits d'orge, oh les biscuits, s'élevèrent dans les airs, tournoyant comme des corps célestes maudits, orbitant autour de la tête de Tieu-Me, dans une spirale terrifiante de doom croustillant. « Que se passe-t-il en nom de Confucius » cria grand-mère Li, faisant irruption dans la cuisine, brandissant un balai, comme un moine guerrier, possédé par l'esprit de la propreté domestique.